Bonjour à vous, bienvenue sur ce nouveau direct organisé par Miroir Social en partenariat avec le cabinet Tandem Expertise. Donc c'est le troisième volet des directs qu'on organise avec Tandem sur le même sujet, celui de l'emploi des seniors, des conditions de l'emploi des seniors, hein, sur fond de projet de loi largement contesté et contestable. Et à partir de là, avec Tandem, on a décliné en premier lieu, fin janvier, l'emploi des seniors au sens strict emploi. Attendez, excusez-moi. Au sens strict de l'emploi. Le deuxième volet a été sur les conditions de travail des emplois et, in fine, enfin, le sujet n'est pas épuisé, hein, mais le troisième volet là qu'on vous présente ce matin, c'est les conditions financières de l'emploi des seniors avec l'accroche, c'est-à-dire est-ce qu'on peut voir les seniors autrement que comme un coût, car force est de constater que la grille de lecture dans beaucoup d'entreprises, c'est que le senior, c'est avant tout un centre de coût et comment on peut alléger cette charge. Donc, bienvenue dans le chat. Merci à vous de participer nombreux et nombreuses à cette petite matinée sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à largement participer, à nous faire des retours et à interagir dans le chat et dans la partie questions également. On essaiera de le prendre en maximum en compte dans les débats qui vont nous animer. Donc, merci Tandem. Merci qui sont représentés respectivement par Damien Lorton et Nicolas Poirier. Vous êtes tous les deux consultants chez Tandem. Bonjour. Et merci à nos trois intervenants. Donc, Séverine Doamaral, toi, tu es secrétaire du CSE de Cushman. Alors, je vais écorcher le nom. Cushman et Wakefield. Donc, vous êtes une société, une entreprise de services immobiliers d'entreprise, hein, sur des gros projets immobiliers d'entreprise. Vous êtes à peu près, je crois, 400 en France, hein, c'est ça, c'est un groupe mondial. Et tu es donc secrétaire CFTC du CSE de Cushman et Wakefield. Laurent Richard, toi, tu es délégué syndical CGT chez Nokia. Et Patrick Dijon, alors toi, tu es en train, donc j'espère que ça va tenir et que ça va le faire pendant toute la matinée, enfin pendant les 1 heure et demie qui vont nous intéresser. Et merci à toi. Et donc toi, tu es le secrétaire CFDT du CSE de l'UES Apichic, en fait, qui appartient à la galaxie Muliez et qui regroupe donc des enseignes d'enseignes d'habillement, hein, la plus connue étant Jules, si je me trompe, et voilà. Donc, bienvenue à tout le monde, et on va commencer directement. Donc, pour vous dérouler un peu, présenter comment ça va se dérouler cette matinée, Damien et Nicolas vont dérouler une présentation, et à partir de là, Séverine, Laurent et Patrick rebondiront comme ils le sentent, hein, pour illustrer avec leur regard d'entreprise, enfin, concret sur les réalités de leur vécu dans leur entreprise au regard de ce qui va se dire, qui va se dérouler sur la présentation. Et donc, ils illustreront cela. Donc, pour commencer, je vous propose, Séverine, de rapidement présenter. C'est important d'appréhender le contexte de vos entreprises. Donc, Cushman & Wakefield, c'est quoi et pour mettre le lien avec le sujet, c'est quoi la part des seniors? Est-ce que vous recrutez des seniors de façon assez synthétique parce que tu auras l'occasion de le développer. Séverine, à toi. Eh bien oui, donc comme tu le disais très justement, et sans écorcher trop le nom Cushman & Wakefield, on est finalement, pour vulgariser, l'agence immobilière, le couteau suisse immobilier des professionnels. On est à peu près 400 en France, soit 43 000 dans le monde, donc on a une assise internationale, on a un très gros acteur du marché, et nos seniors sont un gros élément de nos effectifs. Aujourd'hui, ils représentent à peu près un tiers, si on les prend en termes d'âge en France, dans nos effectifs, c'est très bien réparti. Et il n'y a aucune discrimination à l'emploi, et au contraire,
c'est une vraie valeur ajoutée de les recruter aujourd'hui pour nous sur notre métier. Très bien. Les 6 derniers mois, pour exemple, on a embauché 3 collaborateurs de plus de 57 ans. Eh bien, ça va vraiment être intéressant de t'entendre développer ça parce que c'est un peu à rebours de ce qu'on peut entendre. Hein, bon. Tout à fait. Et ça existe encore. Ça existe encore. Alors maintenant, c'est spécifique à votre secteur d'activité. Tu pourras le développer. Pourquoi c'est spécifique, mais bon, ça peut donner des idées à d'autres quand même. Patrick, donc ça ressemble à quoi C'est quoi Happy Chic? Je l'ai un peu. Tu peux préciser ce que c'est Happy Chic et c'est quoi l'emploi des seniors chez... Alors, Happy Chic, ça représente 2600 personnes sur 2 marques, Jules et BZB. L'emploi des seniors, il est très pauvre chez nous, hein, il se fait beaucoup en cadre, parce que sur l'entrepôt et sur le réseau, il y a une gestion de fatigue, hein, parce que le port de charge, etc., ça c'est compliqué. Et puis sur le réseau, c'est surtout une notion d'apparence. On n'est plus en phase avec ce qu'on vend, donc c'est compliqué pour recruter. Voilà. Après, on a quand même un accord intergénérationnel où on est coupé en deux, c'est-à-dire les 45 et plus et les 55 et plus, avec des avantages sur l'un et sur l'autre. Voilà. Merci Patrick. Alors j'espère que la liaison, parce que c'est pas optimal, mais on va faire comme ça. De toute façon, on peut pas faire autrement et on va y aller comme ça. Laurent. Oui. Donc je dirais Nokia en France représente environ 4100 salariés, dont 2600 dans l'ex-Alcatel-Lucent et une partie dans l'activité sous-marine, environ 1200 personnes et 150 à 160 personnes sur la partie antenne, qui est une filiale moitié-moitié entre Nokia et Huaxin, qui est une entreprise chinoise. Au niveau des seniors, je dirais, on a eu beaucoup de plans sociaux déjà chez Alcatel et surtout un énorme, 3 plans sociaux chez Nokia, dont un énorme où un tiers des salariés cadres ont été, qui constituent l'essentiel, je dirais, de nos salariés, ont été licenciés. Donc l'emploi des seniors, il a été mis à mal surtout lors du dernier PSE. Et effectivement, il reste encore pas mal de seniors avec de gros doutes sur leur avenir dans l'entreprise et dans le groupe Nokia. Et bon, même si la RH essaie de faire des efforts pour un petit peu changer l'image, bon, c'est un peu compliqué pour nous en ce moment. Ok, tu auras l'occasion de développer tout ça. Donc merci à vous 3. Patrick va nous rejoindre, mais c'est clair que ça complexifie un peu l'exercice. Écoutez, on va commencer le déroulé de la présentation de Damien et Nicolas. Et prenez la main. À vous. Ok, bonjour à toutes et tous. On est très content d'être avec vous ce matin pour effectivement clore cette série de 3 webinaires sur la question de l'emploi des seniors. Cette fois-ci, appréhendé à travers le prisme économique, après l'avoir appréhendé à travers le prisme social, puis celui des conditions de travail. Donc on clôt ce webinaire à l'heure où d'ailleurs le débat parlementaire se clôt aussi, en espérant que ça soit un peu plus productif peut-être. Donc on va effectivement dérouler une présentation qu'on a souhaité relativement synthétique, hein, pour vous proposer des pistes de réflexion, lancer des idées et puis pouvoir engager le débat qui a déjà commencé à être posé en fait, hein, par Séverine, Laurent et Patrick. Alors si on démarre, on voulait en fait effectivement, pour commencer à planter ce décor, aborder la question des politiques publiques en matière d'emploi des seniors, avant de se recentrer sur l'entreprise elle-même, hein, mais il me semblait important quand même de rappeler quelles avaient été les politiques publiques en la matière et qu'est-ce qu'elles sont aujourd'hui. Alors pour aller assez rapidement sur le message important de ce que vous voyez s'afficher à l'écran, c'est que aujourd'hui, il y a pas ou peu, voire plus, de politique publique de soutien à l'emploi des seniors. Donc on a rappelé, alors sans faire trop d'histoire, on a rappelé un tout petit peu ce qui a été tenté, puis ce qui a été supprimé depuis les années 70. Alors il y a eu la grande époque des pré-retraites. Alors quand on dit pré-retraite,
on y reviendra sans doute, mais il faut bien distinguer ce qui relève des préretraites, des dispositifs publics de préretraite qui ont été créés dans les années 70 et qui ont été d'ailleurs supprimés depuis, ça n'existe plus, et des préretraites d'entreprise qui, elles, existent encore, donc des préretraites maison, et sur lesquelles on a très peu de statistiques. Mais donc en matière publique, parce que là, l'idée, c'est de voir ce qui existe en matière de soutien public à l'emploi des seniors. Tous les dispositifs de préretraite ont été progressivement supprimés, tout comme, si vous vous rappelez bien, la dispense de recherche d'emploi pour les seniors. Les seniors en situation de chômage étaient dispensés de rechercher un emploi jusqu'à peu, et ça a été supprimé. Ainsi que, pour ceux qui ont des souvenirs en la matière, la fameuse contribution de Lalande qui visait à taxer les licenciements de salariés de plus de 50 ans, qui a été jugé, dont le bilan a été jugé finalement pas efficace. Donc ça a été supprimé. Le contrat de génération, qui a été instauré par le quinquennat Hollande, et qui a d'ailleurs qui a vécu avec le quinquennat Hollande et qui a disparu avec lui en 2017, qui visait à favoriser en même temps l'insertion des jeunes et l'emploi des seniors, à coupler en fait ces deux problématiques, ce qui peut sembler d'ailleurs une idée intéressante, on pourrait aussi y revenir. Et puis l'obligation spécifique de négociation sur les seniors, qui a existé de 2003 à 2017 et qui n'existe plus en tant que telle. Donc vous savez qu'il y a une obligation de négocier dans le cadre de la gestion ex-GPEC, qu'on appelle maintenant GEPPMM, gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Et donc c'est une option seulement que d'aborder la question de l'emploi des seniors dans cette grande négociation sur l'emploi et les compétences. Mais il n'y a plus l'obligation spécifique, alors ça pourrait revenir bien sûr dans le débat actuel, de négocier sur les seniors. Et donc au final, qu'est-ce qui existe aujourd'hui ? Quasiment rien, c'est-à-dire qu'il y a un contrat de professionnalisation senior qui est le jumeau du contrat de professionnalisation pour les jeunes, mais qui est dans les faits très peu utilisé pour les plus de 45 ans, un CDD senior, qui pour le coup, lui, est vraiment quasiment inexistant, parce qu'il n'a aucun intérêt, en dehors de dispenser l'employeur, de justifier, d'utiliser un des motifs classiques de recours au CDD. Et puis, il y a un CDI inclusion qui est vraiment destiné aux personnes seniors qui sont désinsérées du monde du travail. Donc, voilà, en résumé, les politiques publiques en matière d'emploi aujourd'hui, elles se centrent sur les jeunes, à travers la politique d'apprentissage, sur l'emploi faiblement qualifié, on va y revenir, à travers les allègements de cotisations qui se concentrent sur les bas salaires. Et donc là, on souhaitait faire ce constat d'abord et puis poser une question qui est la suivante, c'est-à-dire on ne peut pas, nous semble-t-il, faire l'impasse complètement du point de vue de la puissance publique sur cette question, qui plus est dans le contexte actuel, et surtout ne pas devoir choisir entre l'emploi des jeunes et l'emploi des seniors, parce que c'est souvent quelque chose qu'on entend, notamment du point de vue on va dire, des organisations patronales, en disant on fait beaucoup d'efforts pour recruter des jeunes. En gros, on ne peut pas tout faire, et ne nous demandez pas en plus de faire des efforts pour maintenir ou recruter des seniors. Il nous semble que c'est pas évidemment incompatible, et que justement ces deux périodes dans la vie qui sont sensibles, l'entrée et la sortie du marché du travail, qu'il faut pouvoir adresser les deux. Donc voilà un petit peu un panorama pour démarrer sur la question de l'emploi des seniors vu des politiques publiques. Damien, tu as parlé des allègements généraux, des allègements de charges. Donc, on vous présente ici, finalement, c'est de voir la corrélation finalement entre ces allègements qui sont à la destination des bas salaires et en parallèle mettre, par exemple, une référence de salaire des seniors, parce qu'on dit que souvent un senior coûte cher. Donc, on vous a représenté, selon les données de l'INSEE, le salaire moyen d'un senior. Alors, j'ai vu dans le chat qu'il y a la question de savoir qu'est-ce qu'un senior. Donc, c'est pour ça que déjà, est-ce que c'est 45 ans, 55 ans? Il y a déjà ce débat. Mais là, on vous prend au moins, vous avez des tranches d'âge avec des salaires moyens. Et ce qu'on peut voir en bas, c'est sur les fameux allègements de cotisations patronales, sur les bas salaires. On voit qu'elle est à la destination du SMIC. Pour vous donner une idée chiffrée de la réduction que ça représente, on voit qu'un salaire chargé patronal, on est sur du 42% en général. Et que sur un SMIC, on a des réductions qui s'appliquent, qui viennent réduire. Et là, on vous présente en taux, ça veut dire qu'on n'est plus qu'à 7% sur une personne au SMIC. Et on voit que, par exemple, si on se prend une référence à une personne qui a 55 ans et plus, donc à 34
480, finalement, son taux de charge, il est à 40%. Et en fait, la question qu'on pose, finalement, c'est au lieu de peut-être allouer des ressources au bas salaire, est-ce qu'on ne pourrait pas capter ces ressources pour les mettre à destination de l'emploi des seniors, à favoriser cet emploi? Donc, en fait, c'est avec des réductions de charges pour le patronat, qu'est-ce qu'on en fait? Déjà, est-ce qu'on est d'accord avec ce principe de réduction de charges? C'est une grande thématique. Mais déjà, sur l'existant, est-ce que si on veut vraiment favoriser cet emploi des seniors, est-ce qu'on ne devrait pas transférer cette réduction de charges? En fait, la question est finalement posée. C'est une question de politique, d'idéologie sur ces allègements de charges. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Ensuite, je te redonne la main, Damien. Oui, donc effectivement, comme l'a dit Nicolas, de fait, la politique d'allègement de cotisation en France, donc qui est centrée sur les bas salaires, principalement jusqu'à 1,6 SMIC pour les allègements généraux, puis après jusqu'à 2,5 puis 3,5 SMIC pour les autres. De fait, même si c'est pas visé comme ça, hein, c'est pas l'idée initiale, de fait, aboutit à désavantager les seniors, puisque on va dire assez mécaniquement et assez logiquement, en fin de carrière, on est un peu mieux payé qu'en début de carrière. Et donc, on va, au fil de sa carrière, finalement, sortir des zones qui bénéficient des zones de salaire, des tranches de salaire qui bénéficient des exonérations. Alors, effectivement, avec la réserve qui s'impose dès qu'on parle d'allègement de cotisation sociale et qu'évoquait Nicolas, puisque on peut tous avoir un avis, une opinion sur ce qu'il conviendrait de faire en matière de cotisation sociale. On peut désirer, on peut souhaiter, préférer les supprimer carrément, considérant que ça, justement, on est dans une situation où on a plutôt besoin de faire rentrer de l'argent dans les caisses de la protection sociale plutôt que d'en faire sortir. Mais là, c'est effectivement de dire à enveloppe d'allègement constant, quelle est la bonne politique? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut flécher ces allègements vers les bas salaires et l'emploi faiblement qualifié, comme c'est aujourd'hui le cas en France, ou comme dans certains autres pays, alors on cite le cas de la Suède, les cibler vers justement les deux périodes de la vie professionnelle qui posent problème, qui sont l'entrée et la sortie dans le monde du travail. Alors la Suède, c'est un pays qui est cité dans le rapport de la mission d'information parlementaire sur l'emploi des travailleurs expérimentés, pour ne pas dire les seniors, qui date de septembre 2021. Donc il y a eu quand même de la production, il y a de la réflexion sur la question de l'emploi des seniors. Il y a aussi un rapport de France Stratégie de 2018 duquel on s'est aussi inspiré. Donc il y a beaucoup de réflexions, il faut le savoir, en la matière évidemment. Et ce rapport cite le cas de la Suède, qui a mis en place un système de cotisation dégressif où à partir de 65 ans, jusqu'à 65 ans, le taux de cotisation est de 31%, puis à partir de 65 ans, il bascule à 16%, puis il y a encore une tranche plus faible pour les salariés les plus âgés. En Allemagne, c'est un petit peu différent. Les agences pour l'emploi contribuent en fait directement au financement, subventionnent en fait le salaire de chômeurs embauchés pour une durée de 36 mois s'ils ont plus de 50 ans. En tout cas, il y a, on va dire, de l'argent public qui est mis soit à travers des allègements de cotisation, soit à travers finalement de subventions directes. Et alors, sans faire de lien, vous voyez le graphique du bas, sans faire de lien direct, évidemment, parce que il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, avec le taux d'emploi des seniors, dont on a dit qu'en France, il était dramatiquement bas. Il est de 33% pour les 60-64 ans, alors qu'il est de 61% en Allemagne et 69% en Suède. Donc, il serait évidemment assez tentant d'établir un lien de cause à effet direct entre les deux. En fait, c'est un tout petit peu plus compliqué parce qu'il faut tenir compte du taux d'emploi ou du taux de chômage, on va dire global dans chacun de ces pays. Évidemment, si le taux de chômage est plus important en France qu'ailleurs, ça se reflète aussi chez les seniors. Il faut tenir compte du fait que le passage à la retraite peut être plus dissuasif dans certains pays, c'est le cas de l'Allemagne et de la Suède, où finalement ça incite les gens à rester dans l'emploi pour ne pas voir leur niveau de vie baisser brutalement. Et puis surtout, en Allemagne, il faut bien avoir en tête que l'emploi est dégradé pour pas mal de seniors, les mini-jobs, les temps partiels. Donc, en soi, le taux d'emploi, il dit quelque chose, mais ça peut pas être une fin, on va dire, unique. Il faut aussi tenir compte de la qualité de l'emploi, de la nature de l'emploi,
pour avoir un diagnostic complet. En tout cas, on ne peut pas non plus donc, se cacher derrière son petit doigt et considérer que le coût des seniors, c'est bien l'objet de cette table ronde, ne doit pas être pris en compte. D'autant plus que en France, contrairement à certains autres pays, c'est l'OCDE qui le dit, ça, on a des seniors qui sont comparativement mieux payés que les plus jeunes. Donc il y a un écart qui est calculé entre le salaire moyen des 55-64 ans et le salaire moyen des 25-54 ans, qui est de 17% pour la France, c'est-à-dire qu'un 55-64 ans gagne en moyenne 17% de plus qu'un 25-54 ans. Encore une fois, c'est plutôt logique, mais finalement, cette statistique, elle n'est pas la même dans d'autres pays de l'OCDE, parce qu'elle est de 6% seulement en moyenne. On est revenu, Nicolas, sur la page d'avant. Voilà, merci. Elle est seulement de 6% pour l'ensemble des pays de l'OCDE. Donc, on a en fait en France une croissance de la rémunération avec l'âge qui est comparativement plus importante dans notre pays que dans d'autres. Ça vient notamment du fait que c'est les moins qualifiés qui sont ceux qui sortent le plus tôt du marché du travail, qui du coup aboutit à une situation où ce sont les plus diplômés, les mieux payés qui restent. Donc ça fait évoluer cette moyenne mécaniquement. Donc voilà, pour conclure sur ce point-là, le fait que les entreprises se focalisent sur le coût du travail des seniors, dans un pays précisément où on a une évolution plutôt plus forte qu'ailleurs du salaire au cours de la carrière, fait que, selon nous, il faut que la puissance publique prenne le relais et qu'on ait une politique publique en la matière on va dire, qui n'est pas forcément, on a lancé l'idée des allégements de cotisation, ça peut être d'autres mécanismes, d'autres dispositifs, mais en tout cas, la puissance publique, effectivement, doit, nous semble-t-il, intervenir sur le sujet. Merci Damien. Voilà. Je vous propose à partir de pour rebondir sur cette planche, respectivement, Séverine, Patrick, Laurent, sur la corrélation, enfin l'écart entre les salaires de vos seniors et les salaires des plus jeunes. Par rapport à ce qu'a présenté Damien, est-ce que ça recouvre une réalité dans vos entreprises respectives? Qui veut prendre la parole là-dessus? Je peux commencer. On va dire, je vais être l'ovni de la journée, donc autant y aller. Chez nous, c'est plus compliqué que ça. C'est pas le senior en âge qui va gagner mieux sa vie que le junior en âge. C'est vraiment lié à la fonction. Celui qui passe directeur à 35 ans ou à 55 ans, il va avoir à peu près la même rémunération, peu ou prou. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que chez nous, on a une forte politique d'inclusion et une forte politique d'équité en termes de rémunération, que ce soit homme-femme ou en termes d'âge. Donc, c'est pas un sujet. Nous, les écarts de rémunération, ils sont en fonction de la fonction. Effectivement, il y a un gros écart entre les postes, les postes de débutants et les postes de haute direction. Il y a un écart très, très significatif, mais en aucun cas, l'âge, chez nous, ne sera un facteur particulier lié à la rémunération. Très bien. Et Séverine, j'enquille sur la question complémentaire par rapport à ce qu'a présenté Damien sur est-ce que ça fait sens, c'est quoi le sens pour vous au niveau de la direction des allégements de cotisations sociales? Est-ce que ça favoriserait encore plus le fait d'embaucher des seniors ou en fait, c'est rien à voir? En fait, c'est pas un sujet chez nous, l'embauche des seniors. Au contraire, c'est ce qu'on développera un petit peu plus tard. C'est une vraie plus-value pour nos métiers. C'est quelque chose qui fait sens à tous les niveaux de la structure, et ce sera pas une carotte. Effectivement, comme toute entreprise, ce sera un avantage, mais ce sera jamais un levier d'embauche chez nous, puisque aujourd'hui c'est déjà pas un frein au recrutement d'être senior. On a parmi nos collaborateurs des collaborateurs de plus de 65 ans qu'on n'a pas envie de voir partir, et tant qu'ils ont envie de rester, on les laisse rester. On a embauché en septembre une collaboratrice de 60 ans et c'est pas un sujet.
Et quel que soit le coût du travail derrière, c'est le professionnel qu'on embauche avant tout. Merci Séverine. Il y a dans le chat, il y a Franck qui dit que le senior, c'est aussi un carnet d'adresses. Bah, tu pourras l'étayer que vous, le senior, c'est pas que un carnet d'adresses. C'est quand même pas mal un carnet d'adresses et du réseau. Et ça a une valeur. Et ça se paye. Très bien. Patrick, Laurent, vous voulez rebondir? Je peux prendre la parole si tu veux. Du coup, chez nous, on a 3 secteurs, donc le réseau, l'entrepôt et le siège. Le recrutement, c'est surtout sur le siège, parce que c'est un recrutement cadre et cadre sup. En employé agent de maîtrise, il n'y a aucun recrutement en 45-55, ça n'existe pas chez nous. Ce serait plutôt l'inverse. Sur le réseau, jusqu'à, on va dire, 45-50 ans, si on tient la forme, on peut faire bénéficier les autres de notre expérience. Au-dessus de 55, ça commence à être difficile parce que c'est quand même un métier où on fait beaucoup de petits pas dans le magasin. On a des Excuse-moi, Patrick. Oui. C'est super, tu nous fais voyager, c'est sympa. On va le prendre comme ça. Patrick, non, si tu peux simplement répondre sur le décalage de salaire. La question sur est-ce que chez Apicic, il y a vraiment une différence entre les salaires des seniors et des plus jeunes et des juniors sur le coup. Je te dirais plus aujourd'hui, sauf la différence de la prime d'ancienneté. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une augmentation des bas salaires des SMIC qui représentent sur 2 ans presque 9%. Donc tous ceux qui étaient supérieurs au SMIC aujourd'hui se sont fait rattraper. Et on est en train de retravailler sur les grilles de salaire. En tout cas, c'est notre demande. Très bien. D'ailleurs, dans le chat, il y a quelqu'un qui, alors quelqu'un, il faut que je retrouve, mais qui disait que le phénomène de l'allègement des charges sur les bas salaires, c'est ce qui amène les phénomènes de tassement des grilles salariales. On est d'accord, hein, c'est ça l'histoire? Oui, c'est ça en fait, c'est que les bas salaires augmentent avec le SMIC, alors que les autres qui sont supérieurs au SMIC ne bougent pas. Donc forcément, à un moment, il n'y a plus d'écart qui valorise l'expérience. Et là, maintenant, on est obligé de retravailler les grilles. Et est-ce que le côté allègement de cotisation sur les bas salaires, c'est vraiment un argument clé? Enfin, ça pèse vraiment très lourd dans les arbitrages de la direction d'Apicic? Ah bah oui, chez nous, c'est 1200 personnes en bas salaire. Donc, ça représente beaucoup quand même. Sur 2400-2600 personnes, c'est pas mal, je trouve. Dans toutes les négociations qu'on fait, ils ne veulent pas faire autrement, en fait. Ils gardent toujours les bas salaires pour économiser. Ok, parfait. Merci Patrick. Laurent, alors je précise, tu es donc délégué syndical, central et coordinateur. Voilà, ta casquette exacte. Par contre, ton micro est coupé. Ah, attends. Non, micro. C'est bon là? C'est bon. Ok. Ouais, donc je disais au niveau de mon entreprise, donc LNF, ancien Alcatel Lucent International, effectivement, c'est une entreprise qui est essentiellement une entreprise d'ICT, dont ingénieurs cadres et techniciens. Peu de techniciens, surtout des ingénieurs ou des commerciaux avec le même type de profil, je dirais, en termes d'études. Donc des gens qui effectivement sont pas dans la même fourchette de salaire que plutôt du salariat ouvrier. Donc effectivement, là, ce qui est privilégié actuellement, c'est plus le côté hiérarchique, c'est-à-dire le côté hiérarchique, ou alors dès qu'on s'approche du commercial, où on a des salaires plus hauts, effectivement, bien évidemment, plutôt chez les seniors, parce que c'est plutôt des seniors qu'on a, et aussi au niveau encadrement. Mais encadrement, ça peut être soit des seniors, soit des juniors, avec un écart de salaire lié à la carrière, mais bon, qui est historique. Par contre, au niveau de la filière expertise, donc je dirais des ingénieurs qui ont une grosse expérience avec des domaines de compétences très pointus, aussi bien en recherche électronique, informatique ou radiofréquence. Là, on a des écarts parce qu'en fin de compte, ils peuvent avoir des salaires qui sont meilleurs que des débutants,
Mais il n'empêche, on ne reconnaît pas suffisamment la filière expertise. Donc, leur progression de carrière en termes de salaire, ce sera plutôt ensuite vers de l'encadrement ou du support ou du commercial. Donc ça, c'est pour mon entreprise. Maintenant, les deux autres, chez ASN, donc la partie câble sous-marin, au niveau de toute la partie direction et R&D, c'est comparable. Par contre, eux, ils ont encore des moyens de production en France, notamment à Calais, où là, effectivement, il y a tout un volet ouvrier et technicien. Et je dirais en termes de salaire, la progression classique chez les personnes qui ont un peu de bouteille, c'est de passer du profil ouvrier vers un profil plus technicien. Donc c'est une manière de progresser en salaire. Et effectivement, on peut avoir des écarts de salaire entre plus jeunes et moins jeunes, mais qui ne sont pas si conséquents que ça. Et ensuite, la troisième entreprise, donc c'est RFS, donc des productions d'antennes. Là, effectivement, on a un centre de production en France où on a le même profil, je dirais, qu'à Calais, avec pas mal d'ouvriers, quelques techniciens et des cadres, et où on a la même problématique, c'est-à-dire des ouvriers ou des techniciens qui ont beaucoup d'ancienneté. Ils n'ont pas forcément un écart de salaire énorme par rapport aux plus jeunes, parce que malheureusement, la politique sociale de leur entreprise vaut ça. Maintenant, pour ce qui est des cotisations, parce qu'on ne parle pas de charges, hein, en tout cas côté CGT, nous on parle de cotisations. Il est bien évident que le maintien des cotisations, le but c'est aussi de maintenir le modèle social qu'on a en France et aussi l'infrastructure et tout le reste. Donc je dirais baisser les cotisations, non, enfin c'est clairement pas notre tasse de thé. Je pense qu'il y a d'autres leviers à trouver pour aider les entreprises qui veulent jouer le jeu de se développer et vraiment d'aller vers je dirais, une bonne activité d'entreprise et non pas une activité de rentier. Il y a d'autres moyens de les aider, d'autres leviers, et c'est plutôt là-dessus qu'il faut jouer. Voilà. Merci à toi. Écoutez, Damien, Nicolas, je vous propose de reprendre le déroulé. Ici, il y a pas mal de questions hein, dans le chat sur effectivement le sujet d'allègement des cotisations sociales. C'est un sujet en soi hein, et très vaste et c'est un sujet qui fait débat, hein, bien entendu. Et effectivement, c'est effectivement autant de moins dans les caisses qui permettent de financer tout ce qui est solidarité nationale, etc. Et donc, ça pose une vraie question. Donc, peut-être Damien et Nicolas, avant d'embrayer, si vous... Oui. Juste pour avoir des ordres de grandeur, parce qu'à un moment donné, on parle de ces allègements de cotisations sociales, donc c'est du salaire indirect, hein, c'est du salaire différé, tout ça. C'est que ça appartient aux salariés. Donc le réduire, ça veut dire qu'on ne le redistribue pas. Et en fait, pour avoir une ordre d'idée, il y a les chiffres de la sécurité sociale, hein, ils ont un rapport sur les comptes de la sécurité sociale. Pour vous donner une idée, sur l'année 2020, alors c'est une année peut-être pas référent, c'était 55 milliards pour se représenter le cadeau en fait qu'on fait. Et en provisionnel sur 2023, c'est 75 milliards. C'est ça les sommes qu'on parle quand même en termes de réduction de l'assurance maladie, réduction des allocations familiales, la réduction générale, ancien Fillon. Ça fait, ils prévoient 75 milliards sur 2023 pour dire les sommes. D'accord. Et on est d'accord que ces sommes-là ne sont plus compensées. Elles sont jamais compensées, j'ai envie de dire. On n'est jamais sur un transfert, parce que si on prend d'autres systèmes, si on prend purement entreprise, l'IS, l'impôt sur les sociétés, on fait que baisser le taux. On était à 1/3, on est à 25 aujourd'hui. Il n'y a pas de compensation dans l'absolu, finalement. Et donc, si on parle du débat des retraites, si on en parlera à un moment donné. En plus, je vois les questions sur le lien entre taux d'emploi, l'absence. Le sujet, on l'abordera par la suite dans cette présentation. Mais il y a la question d'un effet de report à un moment donné. Alors, si on parle du sujet des retraites, ça veut dire que si on augmente de 2 ans, par exemple, la durée de travail, on sait très bien qu'il y a de la casse au niveau des conditions de travail, du physique des salariés. Ça veut dire qu'il y aura un report sur la maladie, sur les arrêts de travail, etc. Et donc, ça fera des déficits dans d'autres caisses. Et là, rien n'est prévu pour compenser tout ce phénomène de report. Merci Nicolas, tu auras l'occasion d'y revenir en plus après. Damien, si oui, on peut continuer effectivement, mais pour bien préciser l'esprit de notre propos, hein, c'était pas du tout de faire l'apologie des allégements de cotisation en l'occurrence, mais c'était déjà d'en questionner la logique qui en France
peut être problématique parce que déjà, comme l'a dit Nicolas, c'est des montants très très importants qui appauvrissent la solidarité nationale et qui sont ciblés sur, comme on l'a dit, donc sur les bas salaires et l'emploi faiblement qualifié. Et donc cette logique mérite d'être questionnée. Alors après, effectivement, on voulait donc pour aller un peu plus sur des sujets d'entreprise, hein, après avoir parlé de sujets plus macro, en fait, poser la question de la valeur de l'expérience, parce que donc pour reprendre un peu finalement l'esprit de cette table ronde, comment voir les seniors autrement que comme un coût. C'est-à-dire qu'un senior, effectivement, il a un salaire, on va dire comme tout le monde, peut-être un peu plus élevé, statistiquement en tout cas, qu'un beaucoup plus junior, mais il a de l'expérience. Et donc la question qu'on pose là, c'est une question économique, mais qui est pas simple du tout à résoudre. C'est la question de la valeur la valeur de l'expérience, la valeur de la compétence, du capital humain finalement. Alors, il n'y a pas de réponse évidemment économique ou financière chiffrée à cette question-là. Tout le monde peut bien l'imaginer. Une manière de poser différemment la question, c'est de considérer le nombre d'années ou le nombre de mois, ou en tout cas le temps nécessaire, l'effort nécessaire et du coup l'investissement nécessaire à l'acquisition d'une pratique, au fait d'être compétent, de maîtriser un métier, d'être compétent et performant dans ce métier-là. Donc, si on renverse la question, ça peut être une manière finalement de valoriser ce capital acquis chez les seniors, mais on ne peut pas y répondre de façon univoque, de la même manière pour tous les métiers, tous les niveaux de qualification et tous les secteurs d'activité, bien évidemment. Alors après, sur la question stricte de la productivité des seniors qu'on peut poser aussi, est-ce que, c'est aussi une question très compliquée, hein, et finalement il n'y a pas du tout de consensus des économistes pour aller dans un sens ou dans un autre, est-ce que les seniors voient leur productivité baisser avec le temps? Alors déjà, il faut rappeler que la productivité, on peut pas, c'est pas comme si on avait chacun un petit capteur au-dessus de nous qui mesurait, qui donnait un chiffre et qui nous donnerait la productivité de Monsieur X ou de Madame Y en temps réel. Hein, ça n'existe pas. C'est pas quelque chose de directement observable. Donc on peut essayer de l'observer soit de façon très macro à l'échelle d'un pays ou d'un secteur d'activité, soit de façon plus micro à l'échelle d'une entreprise ou d'une partie de cette entreprise. On va citer le cas d'une ligne d'assemblage, par exemple, dans une usine. Alors, si on prend l'aspect macro, c'est très difficile de se faire, d'arriver à une conclusion certaine sur la question de la productivité des seniors, parce que quand on compare des secteurs d'activité à d'autres secteurs d'activité, il y a des biais de composition. Par exemple, les seniors, ils sont forcément moins représentés dans les secteurs les plus dynamiques, parce que les secteurs les plus dynamiques sont ceux qui, par nature, embauchent le plus, vont du coup embaucher un peu plus des plus jeunes. Du coup, si ça va baisser la part des seniors dans l'effectif global des secteurs les plus dynamiques. Donc, on va avoir un biais qui sera plutôt défavorable aux seniors. Inversement, les seniors sont aussi plus représentés dans des entreprises, on va dire, plus anciennes, plus grosses, plus capitalistiques. Hein, on peut penser à Nokia, par exemple, hein, qui, de fait, génèrent une valeur ajoutée moyenne par employé qui est plus élevée. Donc là, on a un biais qui pourrait jouer en sens inverse, qui serait plutôt en faveur des seniors qui sont plus présents dans les entreprises, on va dire, les plus importantes et les plus historiques. Donc, au final, comme on a ces différents biais, on n'arrive pas à conclure sur le plan macro. Et après, sur le plan micro, on n'arrive pas à conclure non plus. Il y a des études, on cite une étude donc, qui est elle-même citée par le rapport de France Stratégie dont je parlais tout à l'heure, qui tend à réfuter en fait l'existence d'un écart de productivité entre les salariés plus jeunes et plus âgés. Donc, sur une même ligne d'assemblage, il n'y a pas, selon cette étude, d'écart qui a pu être démontré. En tout cas, ce que s'accorde à dire, non pas peut-être là pas les économistes, mais plutôt les psychologues et les spécialistes de la psychologie cognitive, en fait, hein, c'est que même si on peut avoir un léger déclin des facultés, soit physiques, soit cognitives, avec l'âge, ce qu'on appelle, alors pardon pour l'anglicisme, mais les soft skills, donc les compétences qui ne sont pas directement liées à l'exercice du métier direct, peuvent prendre le relais, hein, c'est-à-dire savoir manager une équipe, savoir avoir l'intuition de certaines choses, et donc c'est précisément ce qu'on appelle l'expérience, hein, et donc ce schéma, on va dire très très simple, hein, vise bien à montrer que finalement l'expérience peut prendre le relais s'il y en a d'un éventuel déclin, d'une légère baisse
des facultés physiques et cognitives. Voilà, donc c'est un débat, là on le compose de façon très rapide et un tout petit peu simpliste, hein, pardon, mais en tout cas dont le message principal est de dire que, encore une fois, donc il n'y a pas de vérité économique qui nous permettrait de dire que la productivité des seniors tendrait à décroître avec l'âge, donc, et que bien évidemment, mais je pense que ça va être un peu l'objet du débat, il y a autant de réalités là-dessus que de métiers, que d'entreprises, et qu'on ne peut pas raisonner de la même manière pour une population de cadres dans une entreprise de service et une population d'ouvriers ou d'employés dans une usine, bien évidemment. Merci, Damien. Alors, on va donner la parole à nos intervenants. Séverine, si tu peux développer justement sur ça, ça veut dire quoi concrètement, la reconnaissance de l'expérience du côté de chez toi? Effectivement, il y a eu, on l'a évoqué un petit peu précédemment. Nous, notre métier de l'immobilier d'entreprise, c'est un petit monde. C'est un petit monde qui tend à s'élargir ces dernières années, mais ça reste un monde qui est quand même assez réduit, où plus on est expérimenté, donc quelque part senior, plus on connaît le monde. Donc effectivement, quand on recrute un collaborateur senior, on recrute également, il apporte également son portefeuille, son réseau, ses connaissances, mais il est aussi reconnu sur le marché. Et c'est aussi cette plus-value-là qu'on va aller sourcer sur le marché. C'est sa reconnaissance de sachant par rapport au marché. Donc, comme c'est un petit milieu, ça tourne. On va les sourcer chez nos collaborateurs, chez nos confrères, et nos confrères vont les sourcer chez nous. Nos clients vont les sourcer chez nous, ou alors nos collaborateurs seniors deviennent dirigeants de structures plus petites. Mais il y a un vrai mercato qui se fait sur cette catégorie de collaborateurs, et un collaborateur qui part, c'est pas un collaborateur qui est au chômage derrière ou de manière très exceptionnelle. Ça reste un collaborateur qui reste sur le marché, qu'on va revoir, qu'on va retrouver. Nous, on va chercher effectivement ce carnet d'adresses et cette plus-value. Et ça fonctionne très bien pour le côté opérationnel de nos collaborateurs. Mais ça fonctionne aussi sur le côté des fonctions support, parce que c'est aussi c'est là où on retrouve aussi beaucoup de seniors chez nous, qui s'adaptent parfaitement au changement avec un bon accompagnement, parce que nous sommes des métiers qui changent beaucoup, un groupe qui a beaucoup évolué ces dernières années, et qui accompagne le changement, ces seniors qui sont avec nous depuis de nombreuses années sont aussi la mémoire, et savent aussi transmettre, et on arrive aussi à recruter du senior chez les fonctions support, alors que ce ne sont pas des fonctions de carnet d'adresse, ces fonctions-là. Mais il y a toujours le sachant qui est là, l'expérimenté, le connaisseur, et sur tous les domaines. Ça peut être autant sur l'informatique, le juridique, le marketing, la communication, les ressources humaines. Voilà, il n'y a pas de sujet chez nous de la place des seniors. Tout le monde est là. La seule problématique, effectivement, c'est qu'en fonction des postes qui sont proposés sur le marché, en face, il y a un salaire, et on ne va pas forcément sourcer du senior sur des basses rémunérations. On va plutôt les sourcer sur des rémunérations plus hautes, sur des postes d'expérience. Effectivement, quand on a un poste de débutant avec un salaire de débutant, c'est rare qu'on ait des seniors qui candidatent, des seniors en âge. En revanche, dès qu'on va sourcer sur des postes expérimentés, sur le côté opérationnel notamment, quand on va chercher des postes de direction, d'encadrement, là on va avoir extrêmement peu de débutants qui vont venir, et on va avoir des collaborateurs qui vont candidater, qui vont être
qui vont avoir une expérience, un carnet d'adresses. Et comme toute société, effectivement, le carnet d'adresses, c'est effectivement du chiffre d'affaires derrière. Donc, c'est aussi un intérêt pour la société d'avoir ces collaborateurs qui arrivent et qui sont une réelle valeur ajoutée pour nous, pour tout le monde. Alors, c'est super intéressant à t'entendre, Séverine, c'est de voir l'effet de contagion positive, on va dire, de l'opérationnel où on achète, enfin, on paye le carnet d'adresse. Il y a quand même ça pèse lourd, mais l'effet qu'il y a sur les fonctions support, où là, et comme tu l'as bien précisé, il y a également, il y a un effet de contagion positive et c'est intéressant à entendre. Et c'est un vrai mercato. C'est un vrai mercato. On a notre responsable informatique qui est allée chez un confrère il y a quelques mois, notre directrice de tout ce qui est recherche marché qui a été débauchée aussi. Ça, c'est les collaborateurs seniors qu'on va retrouver chez des confrères. Donc ça, c'est pour nous du support qu'on retrouve chez nos confrères, et nous, on va aussi sourcer du support chez d'autres confrères. Alors, Séverine, tu me disais, alors il y a un fort turnover, comme tu l'as dit, dans votre secteur, proche de 25%, hein, le taux de rotation. Et embaucher un senior, pour vous, c'est aussi l'occasion de stabiliser un peu, donner de la stabilité dans une équipe, c'est bien ça? Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, comme on représente des métiers de succès, un jeune collaborateur, quand il arrive, il commence à être formé. Au bout de 2-3 ans, il y a du démarchage, on est assez facilement appâté pour avoir une progression un petit peu plus rapide. Et donc, les jeunes collaborateurs, effectivement, sont très mobiles sur le marché du travail aujourd'hui. Historiquement, les seniors un peu moins, mais et c'est ce qui nous permet aussi, quand on les source, ce sont des collaborateurs qui vont rester, qui vont stabiliser et qu'on a envie de garder. Effectivement, ils sont moins liquides sur le marché du travail. Donc, quand ils arrivent, on sait qu'ils vont rester. Après, quand ils arrivent à 57 ou 60 ans, on se doute bien qu'ils ne vont pas repartir à 62, qu'ils vont plutôt finir leur carrière, mais pas forcément. Ça arrive que certains collaborateurs repartent. Mais une fois qu'ils sont là, ils vont transmettre. Et c'est ça qui est intéressant pour nous aussi, c'est de stabiliser nos équipes grâce à eux, grâce à leur expérience de marché. Et il y a leur suivi. Et bien souvent, quand un collaborateur senior arrive du marché, arrive de chez nos confrères, il arrive avec d'autres collaborateurs, ou juniors ou seniors. Il y a un effet de suivi chez nous. Parfait, merci Séverine. Alors, je voulais passer la parole à Patrick, mais c'est à ce moment-là qu'il a disparu de l'écran. Donc, Laurent, tu vas prendre le relais. Ok. Et sur le côté expérience, alors là, on est en entre-deux. Enfin non, c'est même pas une histoire d'entre-deux, mais en quoi les plans de départ dont tu as parlé ont contribué à faire perdre de l'expertise à Nokia. Tu me disais que Nokia avait, en fait, en rachetant Alcatel, avait voulu racheter un marché, en fait, des marchés, et c'était ça l'objectif, et avec un discours sur non, on rachète des compétences, mais en fait non, il rachetait un marché, et que quelque part vous avez un peu payé le prix de ça. C'est ça. Est-ce qu'on m'entend là? On t'entend. Ok, parfait. Oui, donc effectivement, les engagements qui avaient été pris, à l'époque, Emmanuel Macron était ministre des Finances et de l'Industrie, c'était on crée un géant des télécoms européens, mais dans les faits, Nokia, clairement, s'est servi de cet effet d'aubaine pour mettre la main sur Alcatel et surtout sur nos clients. Je dirais typiquement, on avait des produits qui avaient été développés donc par des gens expérimentés, des produits qui étaient de qualité, avec du savoir-faire reconnu, où on était largement en avance sur eux. Ces produits ont été mis à la poubelle. Donc derrière, effectivement, les compétences associées, même si au début ils s'en sont servis pour démarrer notamment la 5G, où là ils étaient bien contents d'avoir nos gens compétents, donc essentiellement des seniors ou des gens autour de la quarantaine, des gens qui avaient une grosse expérience en télécom ou en traitement du signal et tout le team. Mais derrière, une fois que les débuts de la 5G ont été faits et que les engagements ont été tenus, donc des engagements de mémoire sur 2 ans, quand il a fallu vider les écuries d'OGIAS, ils ne se sont pas gênés pour licencier un tiers des salariés. Et donc là, il y a beaucoup de seniors qui sont partis, effectivement.
Et c'est là, je dirais, où quelque part, on a perdu en compétences. Alors j'ai une image précise. Il y a un processeur qu'on appelle le SOC, le System on Chip, où on avait des gens qui avaient même été recrutés, je dirais, milieu de carrière ou avec de l'expérience, qui avaient été recrutés chez Nokia, donc en France, pour développer cette activité parce que c'est une activité stratégique. Du jour au lendemain, toute l'équipe a été licenciée, donc plein de seniors ou des gens de la quarantaine. L'activité a été remontée en Finlande avec un succès plus que mitigé. Donc, l'investissement sur les seniors, il a clairement pas été fait chez Nokia. Maintenant, je dirais la direction a changé depuis et même, nos DRH essayent de remotiver les troupes, donc de nouveau avoir une politique d'embauche, certes, restreinte, mais quand même, bon, une vraie politique d'embauche. Mais il n'empêche, faire revenir des seniors expérimentés, il va falloir qu'ils aient confiance en l'entreprise parce que quand on est senior, on n'a plus envie de prendre des risques. Autant un junior en début d'expérience, il peut se permettre de venir 3 ans chez Nokia, quitte à se faire licencier. Il se fera son vernis technique, il utilisera directement ses compétences qu'il a acquis à l'école, il pourra les valoriser ailleurs. Mais un senior, il va peut-être pas prendre le risque de venir chez nous, alors qu'avant, il aurait pu le faire. Ok. Je sais pas si j'ai répondu. Ah, très bien. Et tu me disais que la partie câble sous-marin, par contre, à la différence de la partie réseau, là, Oui. il y avait plus de passerelles et que là, l'expérience était davantage naturellement valorisée. Pourquoi? Donc, en l'occurrence, je dirais, donc ASN, c'est une entreprise qui fait partie du groupe Nokia. Nokia, pendant un certain temps, a voulu s'en débarrasser parce que clairement, ils étaient pas plus intéressés que ça. Mais ils se sont rendus compte, et en plus, bon, je dirais, c'est une activité stratégique. Ils se sont rendus compte que c'est une activité qui est très rentable avec, je dirais, un leader du marché, clairement, au moins sur une bonne partie je dirais des différents types de produits développés chez ASN, où clairement on était plus avec des problèmes de riches, des problèmes de développement où on a besoin de gens compétents, des gens avec de l'expérience, ou clairement des gens qui avaient de l'expérience côté NNF, donc ma filiale, donc ex-Alcatel Lucent International, ont pu valoriser leurs compétences chez ASN, en plus dans une entreprise avec peut-être plus de perspectives devant elle, parce que c'est une entreprise qui est même, et certes, elle est financée par Nokia, mais qui a quand même une certaine autonomie dans le groupe Nokia. Donc avec, un PDG qui vient des télécoms, que je connais d'ailleurs, qui vient de mon entreprise de l'époque de Nortel, puis Alcatel, et qui est reconnu dans le métier. Donc, je dirais, les gens ont plus confiance d'aller vers une entreprise comme ASN, où il y a du potentiel, il y a du marché, il y a plutôt des problématiques d'arriver à satisfaire les clients en temps et en heure avec des problèmes de production, des choses de ce genre-là, mais où il y a de l'avenir. Donc, des gens avec de l'expérience, ils ont toute leur place chez ASN. Ok. Dernier Et point. troisième volet, c'est par contre l'entreprise RFS qui fait des antennes. Là, on a l'effet inverse, c'est-à-dire on a des gens très expérimentés, c'est des personnes avec toute une carrière chez RFS, donc soit sur des antennes pour le faisceau hertzien, soit pour des antennes actives, donc liées au wireless classique 3G, 4G, 5G. Et là où clairement, c'est une entreprise qui est démantelée, Nokia se désengage. Donc toute la partie antenne, c'est en gros 120 personnes. C'est un plan social. On cherche même plus de repreneurs. Donc là, je dirais, là les seniors vont payer très cher. Aussi bien, je dirais, sur la direction que sur la logistique, et surtout sur des métiers très pointus comme la chaudronnerie liée aux antennes. C'est vraiment un métier particulier où on peut pas se former en 2 ans sur le métier. Enfin, c'est de l'expérience. Donc là, par contre, il y a vraiment de la casse au niveau senior. Et peut-être Voilà. qu'on en payera on en verra les conséquences dans quelques temps. Et Oui, dernier point, parce que le temps tourne assez rapidement, mais c'est important de t'entendre là-dessus. Toi, Nokia, vous faites partie de la convention collective de la métallurgie. tout à Et fait. dans la Oui. convention collective de la métallurgie, on a eu un direct précédemment là-dessus, sur les nouvelles grilles. Ça amène une nouvelle grille de classification qui Oui. chamboule complètement la logique d'approche de classification des emplois. Et pour toi, ben, ce n'est pas une grille qui, naturellement, va reconnaître l'expérience. C'est clair. Donc je dirais déjà au niveau des négociations, elles ont lieu sur 6 ans. Pendant 6 ans, régulièrement, on avait nos instances, enfin nos négociateurs CGT qui nous remontaient des infos sur l'état des négociations. Donc on a pu tenir à jour les salariés tout du long. Après, les salariés y croyaient ou pas. Il est clair qu'effectivement, dans la convention collective, la nouvelle qui a été signée par 3 autres OS, je ne les citerai pas pour pas alourdir la chose, il y a des choses très graves, notamment le statut cadre qui n'est plus garanti par défaut, la non-reconnaissance des diplômes à l'embauche, c'est-à-dire quelqu'un qui est embauché, admettons, comme ingénieur en électronique, on peut exiger son diplôme d'ingénieur
pour l'embauche, mais par contre, ça ne lui donne plus aucun droit en termes de salaire ou en termes de quoi que ce soit. Donc, et puis bon, je dirais les signataires disent qu'effectivement, au 1er janvier 2024, donc c'est la mise en pratique de toute la partie cotation et ainsi de suite, il n'y aura pas de baisse de salaire, mais il n'empêche, le nouveau système de cotation, je vois, on l'a expérimenté chez nous. Le nouveau système de cotation, ça va être une casse terrible. Là, j'ai participé à un groupe de travail, on avait on évaluait, on cotait le métier de testeur. Donc, il y avait un groupe de travail sur le testeur 1, donc débutant, un sur le testeur 2, donc avec plus d'expérience, et un sur testeur 3 avec de la coordination technique, un peu de management et toute la partie technique. Mais clairement, même en interne, entre nous, des différentes OS, quand on a coté le testeur 3, on n'était pas d'accord entre nous et on a fini avec un niveau de cotation qui était plus bas que ce qui avait été coté dans le groupe de travail sur le testeur 2. Et je ne vous dis même pas la cotation qui a été faite par la direction. Donc, en fonction de cette cotation, on a un total de points qui dit qu'on est ou qu'on n'est pas avec un statut cadre, entre autres, avec des impacts plus tard sur le salaire. Donc, effectivement, au 1er janvier 2024, le salaire est maintenu, mais dès le prochain PSE, la prochaine réorganisation, on n'a plus aucune garantie. Et là, un salarié peut se retrouver, on lui dit, écoute, là, tu étais ingénieur RF avec 30 ans d'expérience, on n'a plus de boulot comme ça en France, tu vas devenir testeur, j'ai déjà vécu le cas, mais avec l'ancienne convention collective, est-ce que tu acceptes une baisse de salaire? Tu acceptes, c'est bien, tu restes dans l'entreprise, tu n'acceptes pas, tant pis, tu es licencié. Donc, c'est très, très, très grave. Merci à toi. Alors, Patrick, tu es de nouveau avec nous et ça, si tu peux nous expliquer, alors quand on préparait l'entretien, tu m'expliquais, alors je vais te dire, je peux dire ton âge? Oui, bien sûr. Donc toi, tu es responsable, au-delà de ta casquette syndicale, tu es responsable de magasin et tu as 58 ans et tu me disais, et donc vous vendez de l'habillement, des vêtements. Oui. Et donc, tu m'expliquais que la difficulté qu'il y avait quand la stratégie de la marque, de l'enseigne, c'est de rajeunir la clientèle, d'être en adéquation entre le vendeur. Est-ce qu'un vendeur de 58 ans peut vendre des beaucoup plus jeunes, cette dichotomie qu'il peut y avoir et comment c'était compliqué parfois à appréhender, quoi. En fait, comme tous les magasins de prêt-à-porter, on a 3 ou 4 collections sur l'année qui sont de plus en plus jeunes. Beaucoup de formats serrés, ce qu'ils appellent du slim. Donc à 58 ans, on n'est pas tous avec les abdos qui tiennent encore. Donc tu vois, on a des soucis de taille de vestimentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Jules a sorti toute la collection des plus de 55 ans. Ils ne vont pas plus loin que les plus de 55 ans. Donc ça devient difficile pour nous, entre guillemets, parce que du coup, tu dois être représentatif de ce que tu vends. On ne peut pas tous mettre un t-shirt avec marqué bonjour l'été ou en magasin. Donc on est souvent en polo et en jean maintenant dans les magasins. On porte pratiquement plus de costumes et de chemises, à part pour la période des fêtes. Donc ça, c'est une particularité qui moi, me dérange fortement parce qu'on n'a plus de place. On se sent mis de côté. Le recrutement, c'est des 20-25 en magasin, avec un profil. Ils commencent par vendeur. S'ils n'ont pas un profil adjoint responsable en suivant, on ne recrute pas. On recrute que pour du CDD. Donc, forcément, sur le réseau, il n'y a aucun recrutement en termes de 55 et même 45. Je dirais que ces recrutements sur les seniors, ils sont faits uniquement sur les cadres et les cadres sup. Notamment sur le siège. Ils sont tous affiliés au siège, même ce qu'on appelle chez nous les N+1 ou N+2, c'est-à-dire LTZ et LC, leader trade zone et LC leader pour LC. Donc ceux-là sont cadres. Effectivement, le recrutement commence à, on va dire, 35, mais ne dépasse pas 45. Alors, ceux qui ont 45 sont des gens qui ont de l'ancienneté dans l'entreprise. Alors, très bien. Patrick, alors il y a un point, là tu parlais des magasins, de votre réseau, et il y a également l'entrepôt. Et il y a quelque chose de très important, et pour rebondir sur ce que disait Damien,
sur la notion de productivité, le côté difficile à appréhender, cette notion de productivité. Et tu me disais que dans les entrepôts, il y avait une prime de productivité où c'était vraiment, le rythme, le diktat de la productivité dans les entrepôts, une course à la productivité, et qu'il y a 7 ans, vous avez réussi, vous, l'organisation syndicale, à négocier le fait que l'indicateur de productivité ne soit pas le seul à être pris en compte, mais également que vous preniez en compte la qualité. C'est peut-être pas déconnant de prendre la qualité en prise de compte dans cette prime et que ça a bénéficié aux seniors de fait. Oui, effectivement, avant on n'était que sur la productivité. Donc quelqu'un de 25 n'a pas le même rythme que quelqu'un de 55 et plus. Du coup, nous, dans nos négos, ça nous a paru normal de d'abord couper cette prime en deux. Donc une partie qualité, voilà, et une autre partie sur la production. Ensuite, elle a été redécoupée en 4 parce que effectivement sur l'entrepôt, il doit y avoir 30 personnes qui sont au-dessus de 45 et puis on va dire peut-être 20 au-dessus de 55. Donc les gestes répétitifs dans l'entrepôt, c'est une cause d'absentéisme et de réduction du temps de travail qui est assez forte. Du coup, il fallait les protéger. Donc on a partagé ces primes de façon à ce qu'ils puissent toucher quand même, malgré leurs difficultés de physique, parce que sinon c'était pas juste en fait. C'était pas juste. Parce que les anciens forment les nouveaux arrivants, ils forment les intérims, donc ils mettent en valeur leur expérience et ils la mettent à profit pour l'entreprise. Et derrière, ils étaient remerciés par une prime de productivité qui était absolument inatteignable. Donc c'était pas possible. Donc on a tout revu. Aujourd'hui, cette prime, elle est partagée en 4. C'est le manager qui fait les entretiens et qui décide de la donner aux 3/4 ou à moitié ou au total. Et puis ça se passe beaucoup mieux. Aujourd'hui, moi, j'ai personne qui s'est plaint en senior de ne pas toucher sa prime au complet. J'en entends pas parler. Super, ça c'est un très bon éclairage de ce qu'on peut faire, des marges de manœuvre possibles en termes de négociation sur ce sujet-là. Merci à toi, Patrick. Damien, tu reprends la main, ou Nicolas, je ne sais plus qui reprend la main à ce niveau-là. C'est moi qui prends la suite pour alors effectivement poser la question qu'on n'a pas encore tout à fait abordée, celle du coût des départs en fait. On peut se demander en fait, chacun sait que effectivement il y a des politiques, il y a d'éviction des seniors dans les entreprises, c'est au cœur du débat actuel sur l'emploi des seniors. Alors ça passe par des ruptures conventionnelles collectives, ça passe par des pré-retraites d'entreprises, des pré-retraites maison privées. Et tout ça a bien sûr un coût important, peut avoir un coût important pour l'entreprise, un coût direct et des coûts indirects. Et la question qu'on souhaitait poser à ce stade-là, c'est est-ce que ces politiques sont aussi économiques, finalement, que les entreprises veulent le croire? Est-ce que les entreprises sont si rationnelles, en fait, sur le plan économique, qu'elles le prétendent? Parce qu'elles sont censées être des agents économiques, justement. Et on peut se poser cette question-là, comme on peut se la poser d'ailleurs souvent en matière de restructuration, quand on en tire le bilan complet. Finalement, est-ce que les coûts indemnitaires, les coûts induits, etc., finalement, ne conduisent pas à relativiser même l'équation économique de certaines restructurations. Donc, s'agissant spécifiquement des seniors, il y a donc les ruptures conventionnelles collectives, qui ont été introduites, qui sont assez récentes, introduites en 2016, dont le législateur avait spécifiquement dit qu'elles ne devaient pas servir à faire partir les seniors. Ça avait même été écrit, mais chacun sait que, alors sans que ça soit le cas toujours, parce que je crois qu'on va justement parler d'un contre-exemple juste après, mais chacun sait que c'est quand même un dispositif qui est employé pour faire partir quand même des seniors, avec des mesures spécifiques qui leur sont destinées, des congés de fin de carrière, des cessations anticipées d'activité, des rachats de trimestres, des mesures bonifiées en termes d'indemnité, d'accompagnement, etc. Et d'ailleurs, il est question, si j'ai bien suivi certains débats actuels, là, que la fiscalité de CRCC ne soit plus alignée sur celle des PSE, comme c'est le cas aujourd'hui, pour les rendre moins incitatives. Donc, visiblement, c'est une des pistes de réflexion du gouvernement
sur la question du maintien des seniors dans l'emploi. Et puis après, donc on a les pré-retraites maison, hein, sur la partie droite de la page, qui peuvent prendre deux formes. Soit, en fait, on a une rupture du contrat de travail, auquel cas la personne, le salarié qui part touche une indemnité, bien évidemment, mais celle-ci est soumise à une contribution de 50%. Ou c'est le cas le plus fréquent, la personne est maintenue en emploi et on est en fait dans le cas d'une suspension du contrat de travail qui peut durer assez longtemps. Donc on cite le cas du groupe Thales qui a mis en place un accord en 2021 pour soutenir l'emploi, l'activité et préparer l'avenir, et dans lequel en fait le groupe cible un certain nombre d'activités menacées, dites menacées, et donc permet aux seniors de s'engager dans cette suspension du contrat de travail, hein, une cessation d'activité de 24 mois, rémunérée à 75%, plus la possibilité de se faire racheter 8 trimestres. Alors, c'est important d'avoir en tête, là, sur cet accord, que les salariés ne sont pas vraiment partis, parce que le groupe se réserve la possibilité de les faire revenir en cas de surcharge d'activité ou en cas de besoin de transmission de compétences, justement. Donc, ce n'est pas un départ définitif, c'est une suspension du contrat de travail, mais avec une possibilité de retour. Donc ça, c'est en ce qui concerne ces pré-retraites, hein, maison. Et il y a, on cite également le cas d'Orange, hein, qui a un peu défrayé la chronique avec son accord dit TPS, temps partiel senior Orange. Alors là, il ne s'agit pas de départ, puisqu'il s'agit d'offrir aux seniors la possibilité de travailler à temps partiel. Donc ils ne sont pas en cessation d'activité, mais seulement à temps partiel. Mais c'est un temps partiel qui peut quand même poser question, parce qu'il est assez important. Il s'agit de travailler à 50% et d'être payé à 65%, ou de travailler à 60% et d'être payé à 80%. Mais dans les deux cas, d'ailleurs, la cotisation, et c'est systématiquement le cas dans les accords seniors, la cotisation reste basée sur un salaire à 100%. Ça peut durer de 18 mois à 5 ans. Et la question qu'on pose là, c'est le coût pour l'entreprise. Hein. Il a été valorisé, c'est provisionné dans les comptes d'Orange. Ça a été provisionné à hauteur de 1,2 milliard d'euros. Et ça concerne 12 000 personnes. Donc, quand on fait une règle de 3 qui vaut ce qu'elle vaut, parce qu'évidemment, c'est une moyenne, une simple moyenne, on aboutit à 100 kilo-euros par personne. Donc, c'est, on va dire, un investissement considérable par l'entreprise, financier, pour, alors là, cette fois-ci, ne pas faire partir les seniors, mais les faire travailler sur une quote-part de temps de travail quand même relativement réduite. Et les effets induits ont été quand même signalés comme étant assez préjudiciables, parce que, comme les départs n'ont pas été maîtrisés, il y a eu un engouement en fait particulièrement fort pour ce dispositif, d'où des surcharges sur les équipes restantes, des pertes de compétences qui n'ont pas été maîtrisées, et donc de façon générale des coûts induits, hein, de désorganisation, de remplacement, qui peuvent venir annuler tout ou partie des économies visées. Donc, voilà, la question qui est ici posée, c'est finalement, est-ce que tout ça est aussi, on va dire, rationnel économiquement qu'on le prétend parfois? Parfait. Ben, très bien. Ben, ça, sur une planche suivante, je crois que c'est Nicolas qui la présentera, sur les coûts cachés, les coûts indirects, et on y est bien avec ce que tu viens de présenter. Parole à Laurent. On va commencer avec toi, Laurent. Mais alors par contre, si on peut être un peu rapide, parce que le temps tourne, vous avez beaucoup de choses à dire, et j'aimerais bien qu'on termine vraiment à 10h30, et il y a encore des choses à mettre sur la table. Et Laurent, si tu peux, alors ton micro est coupé, hein, Laurent. Laurent, si tu peux nous dire quelle est la part des seniors qui sont partis dans le cadre des plans, et rapidement, dans quelle mesure, largement aussi, le crédit impôt recherche a permis génère quand même beaucoup d'entrées pour Nokia, et c'est quelque part une source de provisionnement des plans de départ, sachant que le crédit impôt recherche, c'est pour... on ne va pas faire le lien direct, le lien est loin d'être direct avec les seniors, mais c'est quand même une reconnaissance de l'expérience et d'une capacité. La recherche, il y a peut-être un lien avec l'expérience. À toi, Laurent. Oui, donc la part des seniors qui ont quitté l'entreprise dans les derniers PSE, elle est très importante, avec entre guillemets, ça peut être un effet d'aubaine pour effectivement un salarié qui est proche de la retraite et qui est prêt, je dirais, à partir dans des conditions à peu près correctes.
Et effectivement, il est clair que le crédit d'impôt recherche, qui normalement servirait plutôt à baisser le coût du prix de revient de l'ingé en R&D, clairement, il a servi de provision pour pouvoir payer le PSE. Pour moi, c'est un mauvais calcul pour Nokia, mais bon, en tout cas, c'est comme ça qu'ils l'ont calculé, effectivement. Oui, je confirme. On est d'accord qu'il y aurait matière à développer le sujet. Oui. Mais merci de ta réponse synthétique. Oui, j'essaie de faire synthétique, mais bon. Super, merci, vendu. Séverine, alors toi, est-ce que ça se bouscule au portillon quand il y a un plan de départ qui se fait du côté de chez toi? Alors effectivement, on a eu en 2021 une RCC, puisque comme beaucoup d'entreprises, on a été impacté par la crise sanitaire. Alors nous, ce qui était compliqué, c'est que beaucoup auraient bien levé la main, mais on n'avait que 45 postes qui étaient ciblés par le départ et beaucoup de lignes de métier qui n'étaient pas touchées par une possibilité de partir. Donc on a eu un départ en retraite sur les 45, on a eu 43 départs sur 45, on a eu 4-5 seniors qui sont partis, qui ont très vite rebondi, qu'on a retrouvé vite chez nos confrères ou chez nos clients, ou qui ont monté leur propre structure. Sinon, ils n'auraient pas levé la main, tout simplement. On a eu un plan de départ qui était très favorable, donc, y compris pour les gros salaires. Il n'y avait pas de perte, c'était même incitatif. On a fait une belle négociation. Et voilà, à côté, on avait des seniors qui étaient presque déçus de ne pas avoir été éligibles pour partir. Mais ces mêmes seniors sont toujours dans l'entreprise et très contents d'y être. Donc, on a fait presque des déçus sur notre RCC, mais voilà, peu de seniors impactés, et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Parfait, Séverine, merci. Patrick, toi, qu'est-ce que ça donnait? Il y a eu un PSE en 2018, c'est ça? Et la part des seniors, même question, hein, qui sont partis. Et Et c'était à ce moment-là que la SNCF a décidé de nous couper de Patrick. Bon, donc il y avait, pour info, il le dirait mieux que moi, mais il y a eu un PSE en 2018. Sans surprise, hein, beaucoup de seniors qui l'ont pris. Et il y avait des conditions, ils ont mis les moyens, hein, par rapport à. Alors c'est proportionnel, mais ils ont mis les moyens. Il revient. Patrick, je te laisse parler. Oui. Je suis de retour. Ouais, effectivement, on a eu un PSE en 2018. On a fermé 76 magasins. Du coup, on s'est retrouvé avec 470 personnes, collaborateurs en licenciement. Donc, effectivement, c'était, pour donner un exemple, on avait un senior en 46 ans qui avait 30 ans d'expérience. Il est parti avec 130 000 euros. Donc, on avait vraiment négocié ça. Il y avait un bel accord. On perçoit là en ce moment qu'il y aurait peut-être une possibilité de deuxième PSE. Je pense que ça sera beaucoup plus pauvre. Parce qu'effectivement, le commerce, hein, comme vous le savez, en ce moment, c'est très difficile. On a San Marina, là, par exemple, qui ferme définitivement samedi. Donc, c'est hyper tendu. Hein. La démarche est très difficile pour tout le monde. Parfait, merci. Alors, il y a une question, je crois qu'il y a une... pardon. Excusez-moi, j'ai du mal avec les fenêtres. Il y a une question qui est posée. Est-ce que si vous voulez répondre dans le chat, est-ce que dans vos entreprises respectives, qui a mis ou s'est mis en place un régime de retraite progressive? Si vous le sentez de répondre, n'hésitez pas. Donc la part d'entreprises qui chez vous a vu voir la mise en place d'un accord sur une retraite progressive. On continue la présentation et je crois que là c'est Nicolas. Tout à fait. La main. Je reprends la main. Donc là, on va vous présenter, en fait, c'est un peu l'idée des coûts indirects et notamment le manque peut-être d'anticipation de la population des seniors. On peut aussi, on n'en a pas parlé peut-être, c'est ce postulat de se dire que quoi qu'il arrive, on voit le débat public, la population des seniors va tendre à augmenter. C'est un fait et je pense que les entreprises ne pourront pas y échapper. Donc la question, c'est comment on fait avec cette population
pour planifier finalement peut-être des coûts indirects qui viendraient liés avec cette personne. On peut aménager en planifiant. Je vais parler dans cette page, il y a deux zones, hein, il y a la partie violette, la partie bleue. On a eu le coût subi. Et je vais vous parler directement des coûts subis pour revenir ensuite aux dépenses planifiables. C'est-à-dire qu'il y a une problématique d'absentéisme, c'était la question dans le chat. Hein. C'est-à-dire que oui, les populations seniors ont un taux d'absentéisme plus élevé. Selon les stats, on est à plus de 8% pour les 55 ans et plus, contre les moins de 30 ans à 5%. On a vu que leur valeur journalière est plus élevée avec leur salaire, on l'a présenté avant. Ça fait que ce coût journalier des plus de 50 ans est évalué à x3 par rapport à quelqu'un qui a moins de 30 ans. Ça, c'est un fait. Donc, la question, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'il faut peut-être aussi aménager l'organisation du travail de ces personnes. Donc, on a abordé un peu le temps de travail. C'est par exemple dire, on va faire travailler ces personnes un peu moins, 90%, mais qu'il reste une cotisation à 100%. On va adapter le poste. Il faut aménager les postes parce qu'il y a une question d'usure. Parce que quand on parle de l'augmentation de l'absentéisme, on fait référence aussi à la maladie professionnelle. C'est-à-dire que c'est des personnes qui, avec le temps, sont usées par le travail, sont d'ailleurs abîmées par le travail. Donc, c'est peut-être juste au retour des choses d'aménager le poste, d'aménager le temps de travail, d'aménager aussi le rythme de travail. Il y a des accords seniors qui existent, qui octroient aux personnes qui ont X années d'ancienneté des jours de congés supplémentaires. Donc, il y a des aménagements possibles. Et il y a la question qui est dans le chat qui est revenue beaucoup, c'est cette question de compétences et de formation. Il y a une problématique de maintien des compétences, notamment sur les nouvelles technologies de ces personnes. La question, c'est de dire que fait l'entreprise pour maintenir les compétences des gens, qui est une obligation légale. On le rappelle, c'est une obligation de l'entreprise de maintenir les compétences des salariés. Sauf que quand on voit déjà les sanctions qui sont de mémoire très légères, c'est-à-dire qu'au bout de 6 ans, si la personne n'a pas de formation, grosso modo, ils ont le droit à un abondement de leur CPF. Et quand on voit aujourd'hui l'état du CPF qui est en train de se dégrader, etc., on peut se poser de grandes questions sur la formation. Donc ça veut dire aujourd'hui, c'est aux entreprises de faire un effort sur la formation et de maintenir des compétences. Parce que je voyais dans le chat, je reviens toujours aux questions du chat parce que c'est très intéressant, c'est la question de se dire, moi je suis senior et je fais des efforts pour me maintenir et tout. Mais c'est aussi à l'entreprise de faire en sorte que les gens soient toujours motivés, que je propose des formations qui suivent l'évolution des métiers. Et il y a la question, le dernier positionnement, c'est aussi la transmission du savoir et des connaissances. Cette expérience, c'est une richesse énorme pour les entreprises. Comment je le fais pour le transmettre aux nouveaux entrants, aux nouvelles générations? Parce que derrière tout ça, ça induit un coût. Si ce n'est pas anticipé, s'il n'y a pas de la prévention de ces dépenses indirectes, ça pose des questions de prévoyance, de surcoût de prévoyance, des arrêts de travail, des fréquences et aussi de la gravité de tout ça. Et donc, on a des variations assez importantes sur le coût des prévoyances. Hein. Parce que là, on est sur un coût direct. Population plus senior, si on anticipe mal, on a des coûts de prévoyance supportés par l'entreprise. Alors, c'est vraiment une charge pour le coup. Je réfléchissais au lexique, justement. C'est bien une charge de prévoyance qui sera plus importante. Merci Nicolas. Séverine, vous êtes en train de négocier, je crois que c'est en cours, une négociation de PCT. Et dans ce cadre-là, tu m'expliquais qu'il y a la partie des salariés aidants, qui concerne plutôt des seniors, a priori, et que c'était pour vous important de cadrer ça, et les marges de manœuvre que vous alliez leur accorder pour garantir le fait qu'il y ait des coûts cachés, comme le disait Nicolas, et je reprends tes propos, plutôt que de se mettre en arrêt maladie, et peut-être avoir d'autres alternatives que ça. C'est ça. Aujourd'hui, on est en train de négocier un accord qui va couvrir notamment les seniors, la parentalité, la mobilité durable et le handicap. Et nous, dans le handicap, on a tenu à ajouter un volet aidant parce qu'on a des collaborateurs qui ont des enfants en situation de handicap. On a des collaborateurs qui ont des conjoints en longue maladie ou situation de handicap. Et on a de plus en plus, comme on a une population de seniors, on a aussi de plus en plus de seniors qui sont aidants de leurs parents, qui impliquent parfois des aménagements particuliers et des souplesses. Par exemple, là, j'ai une collaboratrice qui est aussi une élue,
qui est parti un mois en province en full télétravail pour pouvoir aider ses parents dans une situation particulière. Et c'est quelque chose qui est parfaitement accompagné par l'entreprise et c'est quelque chose qui tient à cœur au groupe aujourd'hui et qui va aussi favoriser la rétention de nos seniors au sein de l'entreprise. Donc à la fois les conserver en mettant des éléments de suivi importants pour les seniors, suivi de carrière, suivi médical, du temps, possibilité effectivement d'aller vers une réduction du temps de travail avec un maintien des cotisations pour la retraite. Ça, c'est le premier volet. Et avec ce pendant de l'aidant qui est aussi un confort pour le collaborateur senior qui va être de plus en plus confronté à ce sujet et qui peut avoir une souplesse alors qu'il soit sur le télétravail, soit sur des jours de congé. C'est quelque chose qu'on est en train de travailler actuellement et sur lesquels on a des réponses plutôt positives de la direction et une vraie compréhension et c'est plutôt agréable. En fait, on a un dialogue social qui est plutôt agréable. On fait partie, effectivement, on est un ovni sur le marché aujourd'hui avec un bon dialogue social, des seniors embauchés. Ça ressemble à ça, ça ressemble à ça. Mais tant mieux, continuez comme ça. Et sur le volet de la formation, chez nous, ça va plus loin parce que la formation est presque obligatoire pour l'ensemble des salariés de manière régulière, dans le sens où plusieurs lignes de métier sont soumises à des obligations réglementaires, professionnelles, soit pour les cartes, soit pour des reconnaissances métiers. Donc, senior, pas senior, il faut faire un minimum d'heures de formation, un minimum de cursus de formation. Donc, personne n'est exclu. Et nous, en tant qu'élus, on est particulièrement vigilants à ce que personne ne soit laissé sur le bord de la route sur le sujet de la formation. En tout cas, s'il n'a pas de formation cette année, il en aura l'année prochaine. On a un plan de formation qui est extrêmement ambitieux et nous, depuis plusieurs années, on demande chaque année d'ajouter des éléments de monitoring pour être certain que personne ne soit laissé sur le bord de la route, junior comme senior, même si parfois les seniors sont les premiers à rechigner à faire de la formation. Mais ils doivent quand même s'y plier par rapport à leur fonction. Et chez nous, la formation, c'est à la fois de la formation, on va dire, pure, mais c'est surtout de la formation continue de maintien des cartes professionnelles, etc., qui sont liées à nos métiers, mais c'est aussi des évolutions juridiques, techniques qui changent beaucoup aujourd'hui, sur le côté environnemental notamment, et donc c'est vraiment du maintien de connaissances qui est important, et du partage, parce que ces seniors vont être très interactifs pendant nos formations, et vont soulever des points très spécifiques et vont apporter une vraie plus-value en complément de nos formateurs. Et c'est ça qui est intéressant pour eux comme pour les plus jeunes. Ouais. Clairement, c'est clairement intéressant d'entendre effectivement la valeur ajoutée d'un senior dans une formation collective et ce qu'il apporte. C'est très bien. Merci de ton éclairage. Excusez-moi, mais on va accélérer un peu parce que je permets, il est 23. Je propose qu'on prolonge de 10 minutes jusqu'à 40, mais on va quand même accélérer un peu parce qu'il y a encore quelques sujets intéressants pour avoir un panorama plus complet. Et donc, on va continuer un peu la présentation. Et donc là, c'est qui prend la main? Je ne sais plus. Après, là, c'est plus des levées d'action, notamment au niveau des représentants, au niveau des négociations qui peuvent être faites, au niveau même des branches, des CCL. Donc, ce qu'on vous propose, c'est déjà de parler de comment, dans le système de rémunération, finalement, on intègre ce critère. Alors, on parle de senior, souvent on parle d'ancienneté quand on parle de senior. Comment, finalement, on revalorise finalement cette ancienneté,
finalement cette expérience dans l'entreprise. On voit qu'il y a un constat, même si aujourd'hui dans notre société, on voit qu'il y a de plus en plus de mobilité au niveau des salariés, les gens restent de moins en moins longtemps dans les entreprises, les carrières de 40 ans qu'il y avait à une époque où on restait dans une seule entreprise, ça n'existe plus trop aujourd'hui. Mais il y a quand même un constat, c'est que plus on tend vers cette seniorité, si je peux me permettre, plus finalement la mobilité se réduit. Donc la question derrière, c'est comment on reconnaît cette ancienneté dans l'entreprise. Il y a la question dans les CCN de la prime d'ancienneté qui existe. Dans beaucoup finalement de CCN, il y a cette prime d'ancienneté. Donc on a l'impression, est-ce que c'est une impression? On a l'impression que finalement elle attend à vouloir être supprimée. On va dire qu'il y a peut-être une volonté de vouloir la supprimer. Il y a la question aussi de la productivité et des rendements. En tout cas, les marchés tendent à vouloir l'augmenter. Il y a tout ce qui est les acquis sociaux, les avantages sociaux qui sont acquis, qui sont remis en cause. Et, et derrière tout ça, c'est la spécificité au niveau du senior. Donc, on peut voir que donc il y a la prime d'ancienneté qui peut être une façon de reconnaître ce temps passé dans l'entreprise. On a aussi de quelle manière on peut le mettre dans la rémunération variable des salariés. Et il y a aussi des primes exceptionnelles qui existent. Alors, quand on entend par la prime exceptionnelle, finalement, c'est par exemple quand on arrive à 10 ans, 20 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans dans l'entreprise, on obtient une prime liée à cette ancienneté. C'est là où on parle de prime exceptionnelle. Il y a la notion de médaille du travail, par exemple, qui existe au niveau même du code du travail. Bon, on voit ces limites de cette médaille. Et donc, il y a aussi tout ce qui est indemnisation des absences. Plus on est dans l'ancienneté, plus on est dans l'entreprise, et mieux on a, par exemple, tout ce qui est maladie, une meilleure prise en compte de maintien de salaire, etc. C'est ça ce qu'on veut apporter dans le débat, c'est ces thématiques de comment on le met dans le système de rémunération. Et on a essayé de vous le représenter d'une manière peut-être plus chiffrée, parce que des fois, ça peut être abstrait. C'est, par exemple, la nouvelle convention, parce qu'elle va être applicable au 1er janvier 2024, de la CCN Métallurgie. Là, on vous a présenté cette prime d'ancienneté. Elle est en fonction aujourd'hui du niveau, de la classification. Donc mais déjà, il y a une première critique, c'est qu'elle est à destination que des non-cadres. Dès lors qu'on est dans des classifications de niveau cadre, il n'y a pas de prime d'ancienneté. Et on voit que dans nos sociétés, il y a de plus en plus de cadres. Donc, première question, c'est d'ailleurs quid des cadres par rapport à cette ancienneté, comment on la valorise? Elle n'est pas prévue, tout simplement. Ensuite, il y a ce niveau, et on voit que dans le graphique, on vous a mis des exemples à 5, 10, 15 ans. Quel est le poids de cette prime par rapport au salaire conventionnel? C'est les minima. Et donc, on voit que ça va de 2,2% à 3,6% pour les 5 ans, et ça peut aller jusqu'à quelqu'un, par exemple, qui a 15 ans d'ancienneté, 10,9%. Ça commence à une part conséquente, significative de la rémunération des personnes. Est-ce que c'est suffisant? Et après, il y a tout un débat sur justement cette grille, comment elle a été faite, pourquoi elle a été faite, et finalement, est-ce qu'elle est pertinente? Merci Nicolas. Alors, Patrick, tu avais quelque chose à rajouter, Nicolas? Non. Ok. Patrick, avec toi, l'ancienneté, elle est maintenue. Qu'est-ce qu'elle pèse et comment tu la vois, son importance? Mesdames, Messieurs, dans quelques instants, Alors, je m'excuse pour les annonces, je suis dans le train toujours. On va attendre qu'il se dise son annonce. Du coup, oui, l'ancienneté est valorisée chez nous par des primes. On est largement au-dessus de ce qui se fait habituellement. Pour 25 ans d'ancienneté, on a 278 € de primes. Mais tout le monde les a. Employés, agents de maîtrise, cadres. On va jusqu'à 30 années d'ancienneté. C'est-à-dire que nous, tous les ans, pour les NAO, on a l'habitude de la négocier chaque année parce qu'on trouve que c'est normal. L'ancienneté chez nous, ça commence à partir de 3 ans dans l'entreprise. Et puis, tout le monde en est content. C'est quelque chose qu'on négocie assez facilement dans la boîte parce qu'ils ont quand même même s'ils ont tendance à nous laisser partir du fait de nos métiers de pénibilité, de problèmes de santé, ils valorisent le fait qu'on soit présent encore dans l'entreprise.
qui est à votre place, votre bagage personnel. Voilà, je peux pas dire mieux. C'est quelque chose qui est vraiment présent chez nous et qui a qui a un bon aura. Okay. Merci à toi, merci. Parfait, merci. Damien, hop, je crois que. C'est Nicolas qui poursuit. On va terminer rapidement sur l'indépendant. Là, on a essayé de porter le débat sur une sorte de précarisation du travail. C'est qu'on a essayé de vous présenter finalement le travailleur indépendant. Et là, on peut se poser la question, quel est le lien? C'est qu'aujourd'hui, on a une sorte d'ubérisation de la société où on tend vers de plus en plus d'emplois type travailleur indépendant. Ça touche les jeunes. On voit de plus en plus, on prend les exemples des livreurs, hein, qui sont des emplois jeunes, mais ça touche aussi les seniors. Donc, on vous a mis quelques caractéristiques déjà de l'emploi en bas des travailleurs indépendants. On voit que l'âge moyen, c'est 44 ans. C'est pour ça que ça rentre dans le débat sur les seniors. C'est que c'est 44 ans d'âge moyen contre 41 pour les salariés. Par contre, le débat, c'est la précarité, notamment des revenus. On voit que le revenu sur un travailleur indépendant, c'est les 2/3 touchent moins que le SMIC en salaire. Et même un quart sont obligés, finalement, de rester salariés. C'est 4 millions de personnes qu'on parle, avec des statuts assez différents. Et il y a, au niveau des secteurs d'activité, on voit que c'est le transport, l'hébergement. Alors, c'est des statistiques, donc c'est assez des secteurs assez larges, hein, on peut le voir. Mais plus d'un quart, c'est dans le transport, hébergement, restauration et commerce de gros. Et 21, c'est dans les activités spécialisées, scientifiques, techniques. C'est là, souvent, on met, par exemple, les consultants, les métiers de consulting, où on voit qu'il y a une population senior en indépendant assez conséquent, ou en tout cas significative. Et donc, la question derrière tout ça, c'est ce statut qui tend à être proposé finalement aux seniors. C'est derrière, ça crée un défi dans le sens où ça crée aussi beaucoup de contraintes. Par exemple, on a le problème de la stabilité de l'emploi. Hein. On voit que finalement, vu qu'on est indépendant, l'activité est très volatile. Et donc, ça veut dire derrière pas un travail stable. Donc, ça veut dire pas d'indemnité chômage, période d'inactivité, irrégularité du travail, comme vous disiez. Il y a aussi les problématiques derrière tout ce qui est instabilité financière. Qui dit instabilité dans le travail, dit instabilité dans les revenus. Il y a aussi, comme je vous le disais, au niveau des revenus inférieurs au SMIC, c'est aussi donc un salaire garanti, pas de salaire garanti, pas de salaire minimum. Derrière, il y a des responsabilités face à ce métier, à ce statut, métier. Ce statut, c'est déjà l'URSSAF, on a affaire à l'URSSAF, on a affaire à la fiscalité, qui n'est pas dans le monde salarial. Il y a aussi la gestion des dépenses, qui n'est pas dans le monde salarial. Et derrière tout ça, finalement, il y a une absence de protection. Ces personnes-là n'ont pas le bénéfice du droit du travail qui protège les gens, notamment sur les licenciements qui existeraient, sur la durée du travail, sur les conditions de travail, et notamment, il y a le droit au repos, et on le présente par les congés payés. Et derrière aussi, il y a tout ce qui est protection sociale, où on voit qu'il n'y a pas de mutuelle obligatoire, il n'y a pas d'absence maladie, et tout ce qui est accident de travail et maladie professionnelle, ça n'existe pas. Donc, ça soulève une nouvelle question, cette précarisation de l'emploi qui, aujourd'hui, dans notre société, tend à se développer. Donc, face aux seniors, la question, elle est posée. Merci, Nicolas. Ben, merci. Est-ce qu'il reste, oui, il reste une planche. Ah oui, c'est des annexes après, c'est ça, hein? Oui, après on vous transmettra, effectivement, comme j'ai dit dans le chat, on vous transmettra le document à l'issue de notre échange. Sachant que normalement, vous pouvez le télécharger d'ores et déjà. Il y a un petit d'accord. Enfin, non, il sera adressé par ailleurs, par mail. Oui. Mais Okay. Normalement, on peut le télécharger. Il y a un petit truc, un petit bitonio qui permet un petit nuage qui permet de le charger. Et effectivement, il y a quelques annexes avec des tableaux complémentaires, des données qui précisent un peu tout ce qu'on vous a exposé depuis le début. Ok. Parfait. Donc, on arrive à la fin de notre live. Alors, le sujet, enfin bon, tous les sujets sont vastes, hein, de toute façon, il n'y en a pas un qui est réducteur. J'espère qu'on vous a proposé un panorama assez large. Et merci à vous pour le chat parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Moi, je me souviens d'un rebond de quelqu'un dans le chat qui expliquait qu'à 50 ans,
en Suède, ou enfin dans un pays du Nord. C'était une forme de libération. On fêtait la libération parce qu'on était dégagé des enfants, enfin bon, d'un certain nombre de choses, et ça permet en fait d'exploiter davantage encore la force vive du travailleur, et que c'était une opportunité pour les directions d'y aller franco pour exploiter ce qui avait encore à tirer. Un petit mot de conclusion à tout le monde. Séverine, peut-être, pour conclure cette petite matinée. Eh bien, pour conclure cette petite matinée, je pense qu'on va avoir beaucoup de candidatures suite à cette intervention. Donc voilà, nous, peut-être dire que voilà, il existe encore des entreprises où le senior a toute sa place, avec une forte politique d'inclusion et d'équité. Et il faut pas se dire que une fois qu'on est senior, on ne sort plus à rien. Au contraire, on a une expérience, une valeur ajoutée à partager, et il faut en faire une force. Il faut arriver à se positionner. Il y a la vendre, cette force, aujourd'hui sur le marché du travail. Merci à toi, Séverine, pour ton témoignage. Patrick? Oui, alors moi je suis du même avis que Séverine. Je trouve dommage qu'on ne valorise pas les seniors suffisamment dans les entreprises, parce qu'en termes d'expérience, c'est quand même des acquis qui sont fiables. Quand on a l'ancienneté dans son entreprise, on a été formés régulièrement, ils sont présents. Et je trouve que c'est pas mis assez en avant. Du coup, le positionnement des seniors chez nous, il est vraiment pas valorisé, et ça inquiète beaucoup. Voilà. En tout cas, Patrick, tu étayes la capacité d'adaptation du senior en temps réel. Super. Merci. Merci à tous. Laurent, on t'entend pas. Laurent? Oui, est-ce qu'on m'entend là? On m'entend? Ok. Oui, donc au niveau des seniors, effectivement, valoriser l'emploi des seniors, c'est ce qui manque un peu chez nous, mais ne pas oublier de tenir compte qu'effectivement, à un moment donné, on a droit à une retraite. Bon, c'est le contexte actuel, et notamment pour les métiers pénibles, et laisser aux gens la possibilité de partir en temps et en heure pour pouvoir profiter de leur retraite, tout en passant la main de manière, je dirais, en biseau à la jeune génération, de leur faire profiter de leur expérience, et de leur permettre, je dirais, d'être plus vite compétitifs et plus vite efficaces pour la suite. Voilà. Nickel, merci à toi. Mot de conclusion à Tandem, à Damien et Nicolas. Merci à Tandem, en tout cas, d'avoir porté ces trois débats, parce qu'il y a de la matière derrière tout ça, et qu'on va exploiter dans le cadre des comptes rendus qu'on va vous proposer. Merci à vous de votre participation et de vos apports. Donc nous, effectivement, ce qu'on souhaitait souligner, c'est que il faut questionner quand même toutes les politiques d'éviction actuelles des seniors sous l'aspect économique, en se demandant est-ce que c'est finalement aussi intéressant pour les entreprises que ça. La difficulté étant que la valeur des seniors n'est pas une valeur comptable. On est face à une difficulté de mesure, en fait, et que les coûts induits sont indirects, et donc là aussi plus difficilement mesurables. Et donc, l'entreprise doit faire un effort quand même pour essayer d'intégrer ça dans sa réflexion. On ne peut pas non plus se dispenser, donc, comme on l'a vu au début, de la question des politiques publiques et de leur manque, leur absence à l'heure actuelle. Et pour finir, effectivement, ça rebondit un petit peu avec ce qui a été dit sur l'intergénérationnel. Il nous semble que l'idée du contrat de génération, par exemple, pouvait sembler intéressante, et que faire travailler ensemble les générations dans l'entreprise, c'est sans doute le gage d'avoir une population déjà équilibrée et en ligne avec la société dans son ensemble, et aussi plus productive. Donc il y a la piste de l'intergénérationnel qu'il faut creuser. Voilà, pour ce petit mot de conclusion. Et merci encore pour votre attention. Et Nicolas, Nicolas? Non, je trouve que le débat du senior aujourd'hui est très d'actualité. On le voit dans les retraites. C'est directement lieu. On voit que c'est compliqué dans le débat public. La question de l'index senior, par exemple, on en parlait. Ça a été refusé au niveau du Parlement. On voit que c'est un sujet sensible, j'ai envie de dire, politiquement, et que peut-être on n'a pas pris la mesure du défi qui est
de travailler tous ensemble, en fait, j'ai envie de dire, c'est ça. C'est aujourd'hui, c'est un défi, parce qu'on n'en a pas peut-être assez conscience de ça. Merci Nicolas. Merci à vous tous. Merci pour votre participation super active dans le chat. C'est super. Prochain direct, c'est le 10 mars, dans quelques temps, et sur le sujet de la prévoyance avec un certain nombre de contrats qui vont dans le mur, justement. Et ce n'est pas complètement déconnecté du sujet dont Nicolas parlait sur les. C'est pas que le sujet des contrats qui vont dans le mur, mais bon, le sujet de la prévoyance, des risques lourds. Et ça concerne, pas que les seniors d'ailleurs, mais voilà. Écoutez, merci à suivre. Merci à vous tous et bonne journée, bon week-end à tout le monde. Et à bientôt. Au revoir. Je coupe. Bonne journée. Au revoir. À bientôt.